Parler d'un sujet qui nous tient à cœur, enfin, puisqu'on est mon invité et moi-même, nous sommes vraiment tout à fait concernés. Alors moi, je m'appelle Fabrice Roncière, je suis conseiller en reprise transmission au sein de la Chambre de commerce et industrie de Paris. Et quand on m'a proposé d'animer cette réunion sur les conseils clés en matière de reprise d'entreprise, j'ai demandé à un repreneur d'entreprise, un vrai, en chair et en os, que j'avais croisé dans son parcours de repreneur, et qui non seulement a porté un projet de reprise, mais l'a porté jusqu'au bout, et donc a repris récemment une entreprise. Donc Nicolas Marchal, ici présent, de venir avec moi plutôt que pour incarner le sujet, parce que j'aurais pu vous faire, je dirais, un exposé qui aurait eu, je pense, l'inconvénient de risquer d'être un petit peu rébarbatif, d'autant plus que je dirais, la théorie sur le sujet, on trouve plein de littérature là-dessus. Il n'y a pas forcément de quoi en faire une réunion comme celle-ci. Je trouve plus intéressant d'incarner justement le sujet au travers de l'expérience, du parcours, du vécu de quelqu'un qui a connu, je dirais, cette aventure, cette expérience de la reprise d'entreprise et qui l'a menée jusqu'au bout. Donc voilà, pour moi, la présence de Nicolas est très précieuse ce matin, et c'est surtout lui qui parlera. Moi, je ferai, quand on parle de masterclass, c'est lui le maître, et moi je serai un peu non pas l'élève, mais l'intervieweur, l'animateur. Voilà un petit peu comment ça va se passer ce matin. Alors peut-être quand même, avant de laisser la parole à Nicolas, peut-être donner quelques éléments de contexte quand même sur la reprise d'entreprise, parce que il y a pas mal de fantasmes, on va dire, autour de cette question du marché de la reprise d'entreprise. Je sais qu'il y a beaucoup de repreneurs ou de candidats repreneurs d'entreprise qui s'imaginent que c'est facile, qu'il y a énormément d'entreprises à reprendre, que en gros il suffit de se baisser pour trouver des bonnes affaires. Alors ça, c'est un fantasme, hein, ça c'est pas la réalité. Dans la réalité, le marché est tendu. Il n'y a pas tant que ça d'entreprises à reprendre, au sens où on l'entend quand on est un repreneur d'entreprise comme Nicolas, à savoir reprendre une entreprise qui tourne déjà, pouvoir la développer, etc. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont qui ont un dirigeant vieillissant qui va partir à la retraite, c'est vrai, mais là-dedans, il y a énormément de petites entreprises, trop petites, ou alors des entreprises qui ne sont pas faciles ou quasiment pas possibles à transmettre pour des tas de raisons. Des fois pour des raisons de savoir-faire, des fois pour des raisons, je dirais, de marché, ou parce qu'il y a trop d'intuitu personnel, c'est-à-dire trop de liens entre le dirigeant et son business. Et c'est vrai que le business ne tient que par le dirigeant. Quand il s'en va, il n'y a plus de business. Ça, c'est le cas de beaucoup de petites entreprises, par exemple dans le conseil. Il y a aussi des entreprises qui sont cédées aux héritiers, ou qui sont cédés aux salariés, donc c'est ce qu'on appelle la reprise interne. Alors c'est une bonne chose, mais ça veut dire que toutes ces entreprises, elles ne sont pas sur le marché par définition, et donc elles ne sont pas accessibles pour un repreneur extérieur. Voilà, donc, et puis il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont chassées, on va dire, par une autre catégorie de repreneurs, qui sont les entreprises qui font de la croissance externe. Donc il y a certaines entreprises qui peuvent être vendues, mais pas vraiment à des repreneurs indépendants, ce qu'on appelle les primo-repreneurs, mais plutôt qui ont le profil pour être rachetés par d'autres entreprises du secteur, par exemple, qui verront des synergies possibles. Donc voilà, chaque cas est particulier, mais on peut dire que c'est un contexte où voilà, le marché est tendu, les bonnes affaires sont plutôt rares, les repreneurs d'entreprise sont nombreux, ils sont en plus de mieux en mieux formés, ça c'est plutôt une bonne chose. Donc la concurrence entre repreneurs d'entreprise, en plus avec la concurrence assez souvent avec des entreprises qui font de la croissance externe, voilà, la concurrence sur les bonnes affaires est plutôt acharnée, on va dire, elle est plutôt rude. Donc pour réussir dans ce contexte un petit peu tendu, il faut répondre à un certain nombre de critères. Franchement, Nicolas Marchal a réussi, donc ça serait bien aussi peut-être de s'inspirer de ce qu'il a vécu, même si chaque histoire est particulière, bien sûr. Permettez-moi de vous interrompre. Je suis un tout jeune repreneur quand même. Moi, j'ai repris en juillet cette année. Donc, moi, je vais pouvoir vous parler du succès du processus de reprise lui-même.
Après, je suis encore en devenir pour ce qui est de... Évidemment, mais c'est plutôt bien parti. Et puis le premier pas très décisif a été fait, ce que n'arrivent pas forcément à faire tous les porteurs de projets. Mais c'est vrai, vous avez raison, Nicolas. C'est que le début là, c'est pas encore la fin. Voilà. C'est la fin du projet, mais en tant que projet. En tant que reprise, mais oui. c'est le début de l'aventure en tant qu'entrepreneur, effectivement. Donc voilà un peu ces éléments de contexte qu'il faut avoir en tête. Reprendre une entreprise, c'est une belle aventure. Il ne faut pas s'imaginer que c'est une aventure facile. Souvent, quand on compare la création d'entreprise et la reprise d'entreprise, bien on va dire, en tout cas les candidats repreneurs vont dire voilà, moi j'ai pas envie de créer une entreprise parce que c'est compliqué, c'est aléatoire, c'est risqué, etc. C'est vrai. Créer une entreprise, moi je le sais, j'ai accompagné des créateurs d'entreprises pendant plus de 20 ans avant de m'occuper des repreneurs d'entreprises. Il y a énormément d'aléas dans la création d'entreprise, mais il ne faut pas s'imaginer que porter un projet de reprise est quelque chose de facile. C'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose de technique, c'est quelque chose de très instrumentalisé d'un point de vue juridique. Donc il faut aussi, pour bien mener un projet, faire preuve de beaucoup de détermination, de beaucoup de suite dans les idées, de beaucoup de courage, et puis s'engager vraiment, et engager aussi de l'argent dans l'affaire, y compris dans le portage du projet. Et puis ça demande aussi des compétences qui sont très spécifiques, en général qu'on n'apprend pas à l'école, qui sont vraiment les compétences spécifiques du processus de reprise. Et ça aussi, c'est une question qu'il faut savoir gérer. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte d'acquérir ces compétences pour mener son projet. Ce que je vous propose, c'est peut-être au travers du parcours de Nicolas, à qui je vais laisser enfin la parole après cette longue introduction, d'essayer de voir dans la réalité ce que peut être un projet de reprise d'entreprise. Et on tâchera d'identifier les points un petit peu durs qui feront l'objet peut-être de conseils qu'on pourra vous donner, très concrets, au travers de cette expérience. Nicolas, alors, vous avez repris récemment. Alors ça a été quoi votre parcours ? Alors, mon parcours, donc je vais déjà vous parler de mon parcours pré-reprise. Donc, c'est vraiment, enfin, c'est assez standard dans le profil des repreneurs. C'est-à-dire, j'ai travaillé 20 ans dans des grands groupes. Moi, j'étais dans la banque. Voilà. Et puis, j'arrive milieu de carrière. Alors, j'ai toujours été assez titillé par l'entrepreneuriat depuis le début. Et je savais que j'avais envie de faire ça. Donc, entrepreneuriat à la base, donc plutôt création, pas forcément reprise. Mais je ne m'étais pas posé la question non plus. Donc 20 ans de parcours dans un grand groupe, mi-carrière, plan de départ volontaire. Et je me dis là, c'est l'occasion, je me lance. Et je tombe un petit peu par hasard sur le salon Transfert qui a lieu, je crois, bientôt, c'est à l'automne. Donc, en général, ça va être cette année le 1er décembre, il me semble. Je vous dis ça tête, mais il y a une slide qui le rappelle. Je devrais connaître par cœur, mais il me semble que c'est le 1er décembre. Voilà, donc une publicité sur Internet, mais je pense que c'était lié au fait que je cherchais beaucoup autour de l'entrepreneuriat. Et donc, je vais à ce salon, qui était en ligne à l'époque. C'est un salon qui est organisé par la Chambre de commerce en partenariat avec l'Ordre des experts comptables. D'accord. Voilà. Et donc, à ce salon, je me dis, je rencontre déjà quelques personnes, et dont une proposition de formation de la Chambre de commerce qui dure 5 jours, qui collait pas mal avec mes contraintes de timing, qui est 5 jours pour reprendre. Voilà, donc je fais au mois de janvier 2021. Donc là, j'étais toujours en poste à l'époque. Donc je prends une semaine de vacances pour faire cette formation. Et là, j'ai été quand même plongé dans le grand bain de la reprise avec justement tous les intervenants importants du domaine de la reprise, donc notamment experts comptables, avocats, mais aussi justement un témoignage de repreneurs, des associations, enfin beaucoup de choses, tout l'écosystème de la reprise. Et en fait, c'est vraiment le point de départ qui m'a donné les clés pour me lancer dans mon projet. Sachant que j'avais toujours en parallèle, je travaillais sur 2 choses, donc un projet de création, donc un petit peu plus technique et spécifique. Donc j'ai un peu creusé cette activité-là avec donc business plan, études de marché, etc. Et en même temps, en parallèle, la reprise d'entreprise. Donc je fais cette formation début 2020. Je quitte mon emploi
en juillet, non pardon, début 2021. Je quitte mon emploi en juillet 2021. Et là, donc, je me lance. J'avais toujours à la fois en parallèle le projet de création et le projet de reprise. Et donc, j'adhère à une association aussi qui s'appelle le CRA, qui est assez incontournable dans le domaine de la reprise d'entreprise. Voilà, et qui propose des manières de chercher les entreprises, sachant que la Chambre de commerce propose aussi un accompagnement dans ce domaine-là. Une petite concurrence entre vous. Mais chacun apporte sa sensibilité. Enfin, c'est assez intéressant. Il y en a pour tout le monde. Et donc, à ce moment-là, donc, j'ai eu quelques contacts. Alors, par la plateforme Fusac, j'étais au niveau du cadrage de projets de reprise. En termes de domaine, moi, c'était très, très vaste. C'est-à-dire, je venais de la banque. J'avais un peu envie de faire autre chose quand même, et puis de sortir de l'univers financier. On verra après que j'en suis pas complètement sorti finalement. Et donc, mon domaine de recherche de cible d'entreprise était très, très vaste. Donc, je tombe sur quelques dossiers un peu de reprise pour me faire la main. Une petite société de conseil, une petite société dans le domaine de la formation. Ça permet un peu de rôder le processus et puis de rencontrer des personnes et puis de commencer à étudier le dossier. Je savais dès le départ que ce n'était pas les bons. Enfin, la société de conseil est un petit peu fragile financièrement et dépendait vraiment du dirigeant. On en parlait. Je pense que dans ce domaine-là, c'est souvent le cas. Et la société de formation, c'était vraiment plus une entrée au capital sans être complètement décisionnaire que de prendre les manettes. Et donc ensuite, toujours sur la plateforme Fusac. Donc là, j'étais déjà quand même plus dans un process de reprise que d'un process d'entrepreneuriat. Sachant que mon idée de création était un petit peu fragile en termes de marché. C'est-à-dire c'était un truc, je pense qu'il y avait des choses à faire, mais un marché un peu étroit. Alors que dans la reprise, je voyais un univers plus vaste qui s'ouvrait à moi. Donc je continue dans le domaine de la reprise. Donc à l'automne dernier, je tombe encore une fois par la plateforme Fusac, qui est décidément incontournable. C'est vrai. Enfin, on peut peut-être faire une petite parenthèse là pour évoquer donc les instruments qui permettent la recherche. Donc, il y a des plateformes effectivement qui communiquent, qui diffusent donc des offres d'affaires à vendre. Fusac est certainement la plus je dirais la plus visitée, certainement, celle qui est la plus polyvalente, on trouve un petit peu de tout sur cette plateforme. Alors, je dois absolument parler d'une autre plateforme qui est très bien, qui s'appelle Transentreprise, puisque ça, c'est la plateforme des entreprises qui sont suivies à la vente, donc par les chambres de commerce et d'industrie. Alors, Fusac a un modèle économique qui, finalement, c'est pas l'annonceur qui paye, hein, c'est assez facile de passer une annonce sur Fusac. En revanche, on peut bien sûr accéder gratuitement aux offres, mais pour entrer en contact avec les entreprises qui annoncent ou leurs intermédiaires, parce que c'est quand même un marché qui est très intermédiaire, il faut le savoir. Et bien là, il faut payer il faut oui, quelques dizaines d'euros oui, ça reste raisonnable. ça reste raisonnable effectivement, mais voilà, ça c'est la particularité de Fusac. Donc énormément d'offres. La plupart des offres sont intermédiaires, je l'ai pas dit, mais dans un élément de contexte important, c'est que en matière de reprise d'entreprise, il y a un mot-clé, c'est la confidentialité. C'est-à-dire qu'en général, quelqu'un qui vend sa boîte va pas le crier sur tous les toits, il va pas s'afficher. En général, on avance quand on vend son entreprise, on avance masqué. Et une bonne manière, je dirais, d'avancer masqué, c'est de passer par des intermédiaires. Donc la plupart des annonces qu'on trouve sur les plateformes comme Fusac et aussi sur Transentreprise sont intermédiaires. C'est-à-dire que quand vous répondez à une annonce, vous n'avez pas affaire au vendeur, mais vous avez affaire à son mandataire, à la personne qui l'accompagne dans sa vente. Alors, ça peut être un cabinet privé ou ça peut être une structure comme la nôtre, puisque nous faisons dans nos missions. Donc nous aidons les cédants à vendre leur entreprise. Donc sur Fusac, on a un peu de tout. Et sur Transentreprise, on n'a que des entreprises qui sont accompagnées par les services des chambres de commerce de France et de Navarre. Voilà.
Alors voilà, c'est le modèle. Le modèle est différent. Alors le coût ne représente pas simplement le fait de passer une annonce, c'est que c'est tout le service qui est d'accompagnement effectivement Pardon ? Alors, c'est pas pour le repreneur, c'est pour le cédant. C'est le cédant c'est le dirigeant qui vend son entreprise, qui va payer ce service aux chambres de commerce pour et qui va pouvoir donc annoncer son entreprise à vendre. Mais pour le repreneur qui répond à une annonce, c'est gratuit. Ah ben, si. Ah oui, alors si vous voulez qu'on fasse, alors ça c'est un autre sujet, si vous voulez qu'on fasse une recherche active pour vous, vous pouvez, effectivement, c'est une prestation que nous facturons et qui correspond donc sur la base d'un travail de recherche, de prospection que nous faisons pour vous. Après, si vous voulez simplement accéder et répondre aux annonces qui sont sur la plateforme Transentreprise, ça c'est gratuit. Tous les jours, moi, je reçois des appels de repreneurs indépendants qui ont vu une annonce qui correspond donc à une entreprise que j'accompagne à la vente. Et donc, ces personnes, évidemment, je les renseigne, je les accueille, je discute avec ces personnes. Et si, au vu des éléments d'information que je leur communique et des éléments qu'ils me donnent également, si je considère que ça peut matcher avec le vendeur, ben, je les mets en relation. Donc, effectivement, alors c'est pour ça, c'est un peu, il faut être précis. Accéder aux informations de la plateforme Transentreprise, c'est gratuit. Donc, candidater sur Transentreprise quand on est repreneur, c'est tout à fait gratuit. En revanche, et vous avez raison, si vous voulez qu'on fasse pour vous, repreneurs, un travail de recherche active qui consiste à aller prospecter sur le marché, ce qu'on appelle le marché caché des entreprises, ben ça c'est une prestation qui est assez lourde et donc qui est payante forcément. Il y a aussi des cabinets qui proposent ce genre d'accompagnement à la fois pour les cédants et les repreneurs qui sont naturellement payants. Voilà. Parce que c'est quand même c'est vrai que c'est un métier à part entière. C'est beaucoup de travail parce que c'est un travail, je dirais, de prospection ou d'intermédiation, enfin, qui fait passer beaucoup de temps à discuter et puis à comprendre les problématiques des uns et des autres pour une mise en relation efficace. Voilà, évidemment qu'on peut faire soi-même, mais c'est un peu comme tout, c'est-à-dire le temps passé, on peut se l'éviter en rémunérant quelqu'un pour le faire à sa place, mais voilà, c'est... Donc pour continuer, alors sur les dossiers intermédiaires, moi à peu près 1 sur 2 dans les dossiers que j'ai étudiés étaient intermédiaires. J'aurais une question, bonjour, justement, comme le temps c'est l'argent, lorsqu'on passe par un partenaire qui nous accompagne, il faut compter un ticket d'entrée ou on s'engage sur un montant qui peut être de quel ordre, peut-être ça peut éclaircir les idées et moins freiner certains à faire ces défis de levier. Alors moi, j'ai pas forcément ces éléments parce que j'étais pas... Alors, ça dépend de quoi on parle, parce que quand on va parler d'accompagnement, ça représente des choses différentes. Dans la première phase du projet, à savoir la recherche de cibles, l'accompagnement va consister effectivement à chercher pour vous des cibles jusqu'à la mise en relation. Ensuite, il y aura d'autres types d'accompagnement qui seront certainement nécessaires. C'est quand on va passer dans la réalisation, dans la négociation elle-même et dans la réalisation de la vente. Il y aura des travaux un petit peu techniques à faire. Alors ce sont d'autres acteurs qui interviendront principalement, avocats, experts comptables, avocats pour toute la couche juridique indispensable, je dirais, à la réalisation dans des bonnes conditions de la transaction. Et puis experts comptables, par exemple, qui peuvent être sollicités pour faire un audit à un moment donné de l'entreprise à reprendre. Alors là, je n'ai pas non plus donné de montant parce que ça va dépendre, je dirais, de la complexité donc de la taille de l'entreprise, de la complexité de la chose à étudier. Nous, Chambre de commerce, on n'intervient pas sur ce deuxième volet. On n'intervient que sur le premier volet jusqu'à la mise en relation. Et là, il faut compter, alors en fonction, je dirais, du chantier qu'on va déterminer ensemble, mais c'est plusieurs milliers d'euros pour faire un travail de recherche active. C'est pas important, c'est pas un pourcentage parce que le choix qu'on a fait nous à la Chambre de commerce, c'est de facturer notre prestation forfaitairement par rapport, je dirais, au volume de travail que ça représente.
la plupart de nos confrères on prennent une partie fixe, hein, et en plus une rémunération au succès. Et là, c'est effectivement un pourcentage de la transaction. Mais en général, ils vont aussi plus loin dans l'accompagnement. Un petit peu comme un agent immobilier va facturer finalement en pourcentage. Et même, on pourrait dire, bah oui, mais vendre un appartement à 200 000 euros, c'est pas tellement moins compliqué que de vendre une maison à 3 millions d'euros. Et la commission ne sera pas la même. Et voilà, voilà. Donc, nous, on est plutôt sur la logique où on va se dire, voilà, prospecter pour un client repreneur, c'est un travail qu'on va dimensionner. Et voilà, on va facturer ce travail. Mais sans avoir non plus notre facturation ne sera pas liée au résultat. Voilà. Et c'est vrai que le résultat, il est jamais complètement garanti, bien entendu. Alors, il y a une chose à avoir en tête dans le monde de la reprise, c'est qu'il y a des coûts assez importants au-delà du coût simplement de l'entreprise rachetée. Parce que, alors, autant en création, je dirais que autant en création, on va dire que les coûts sont un peu la galère du début, d'arriver à se développer. Il faut arriver à vivre en démarrant son entreprise et à développer son activité. En reprise, ça va être un processus où il va y avoir des coûts pour... alors, être formé est important. Alors, ça, c'est très, très raisonnable quand même. Enfin, les coûts ne sont pas très chers. Mais ensuite, il y a tout l'accompagnement parce que on ne peut pas... Alors, sauf si on est vraiment déjà expert du domaine de la transmission d'entreprise, on ne peut pas le faire tout seul. C'est-à-dire qu'il y a un aspect juridique qui est critique et un aspect comptable qui est critique aussi. Et sachant que c'est beaucoup moins cadré, alors ça ressemble beaucoup à l'immobilier dont Fabrice parlait, mais c'est quand même moins cadré. Et donc, qui dit moins cadré, c'est-à-dire qu'à la fois le vendeur et l'acheteur, s'il n'y a pas de clause spécifique dans les contrats, ne sont pas du tout protégés. Donc c'est important notamment on parle des garanties actifs-passifs, enfin de plein de choses dans les contrats de cession qui sont très très importants. Et puis pour en venir à la formation, je pense que l'intérêt aussi de se former, c'est d'une part d'avoir une méthodologie, de savoir organiser bien son projet. Et puis quand vous êtes amené à discuter avec des experts, hein, donc c'est vraiment des spécialistes, comme par exemple un avocat qui va travailler avec vous sur les garanties, etc. Eh bien, vous serez plus efficace dans ce travail de collaboration avec les experts qui vont vous accompagner. Si vous n'y connaissez rien, eh bien, vous risquez de vous faire raconter n'importe quoi ou de rien comprendre à ce qui se passe. En revanche, si vous avez au moins des bases, des clés pour réfléchir, alors vous ne serez pas en mesure de remplacer le travail de l'avocat, mais vous serez en mesure, en tout cas, de mieux comprendre ce qu'il fait et puis de mieux profiter finalement de cet accompagnement qu'il va faire avec vous. Est-ce que Nicolas, c'est quelque chose que vous avez vécu, c'est-à-dire le fait que utiliser ce que vous aviez acquis en formation pour être plus efficace dans votre collaboration avec vos experts? Notamment, moi, la formation 5 jours pour reprendre, c'est ce qui m'a mis ce qui m'a plongé dans le bain en fait de la reprise. Donc effectivement, on voit des comptables, des avocats, et ça permet. Alors notamment le comptable que j'ai pris, c'est quelqu'un qui intervenait dans la formation, pas l'avocate, mais ça permet de rencontrer des gens spécialisés parce que c'est un métier à part entière aussi. C'est-à-dire que n'importe quel comptable ou n'importe quel avocat n'est pas capable de forcément travailler sur une reprise, et même un avocat spécialiste en fusion-acquisition, il y en a beaucoup qui travaillent sur des énormes dossiers, il ne saura pas faire un tout petit dossier comme ceux dont on parle. Donc il faut tomber sur les bonnes personnes. Là, il y a une question de fit personnel aussi, et faire attention d'avoir le bon dosage. C'est-à-dire que si on parle avec des gens qui sont un peu spécialisés dans les processus de reprise de TPE, il peut y en avoir aussi qui ont un schéma cadré qui dit il faut faire ça, et qui peuvent être tentés d'aller un peu loin. Donc, et notamment mon avocate avait été remarquable sur ça. À un moment, elle m'a dit non, là on arrête, l'enjeu ne vaut pas le coût que vous aurez. Donc voilà, il faut faire attention à doser. Sur l'importance d'être accompagné, moi dans mon processus de reprise, donc on s'était arrêté en septembre de l'année dernière, donc je tombe sur un dossier de courtage de crédit, entreprise de courtage de crédit en franchise. Le fit se passe bien avec la cédante potentielle. Et on arrive donc, on signe une LOI, le process se met en marche. Donc là, avocat, comptable, etc.
Tout va bien. Et puis on arrive au mois de décembre, on commence à parler du protocole. Alors déjà, petite alerte sur les résultats en 2021 qui devait être à l'équilibre, qui finalement, petite perte. Donc bon, on rediscute un petit peu du prix, il y a des petites différences, mais voilà, ça s'arrête là. On commence l'expertise comptable, etc., le juridique. Et puis, sachant qu'on était fin 2021, donc on parlait uniquement des chiffres à fin 2020. On n'avait pas encore les résultats 2021 de l'entreprise. Et la veille de la signature du protocole au mois de février, la cédante me dit « Bon, écoutez, il faut qu'on se voit ». J'ai vu mon comptable, finalement, la perte 2021, c'est pas 50 000 euros, c'est 270 000 euros. Là, je dis « Bon, il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu. On va peut-être déjà reparler du prix. » Ah non, c'est pas possible, machin. Donc voilà, c'est tombé à l'eau la veille de la signature du protocole. Et là, donc, effectivement, ça m'a coûté relativement cher en frais d'accompagnement. Ça m'a quand même, tout au long du process, évité de faire des bêtises, notamment autour des discussions sur le prix. Parce qu'une fois qu'on est pas mal avancé, on a quand même toujours la tentation d'aller au bout en se disant ça a peut-être marché, ça peut-être... Bon, là c'est un cas, c'est caricatural, c'est-à-dire même tout seul... Le trait est forcé, mais c'est la réalité. Alors justement, quand ça vous arrive, ce genre de truc, vous devez être complètement abattu, ça vous a pas mis le moral tellement bas que vous avez pas eu envie d'abandonner le projet purement de reprise après non, parce que c'est très frustrant, si près du but, de finalement se retrouver dans cette situation. Alors oui, sachant que... rétrospectivement, il y a quand même des choses qui faisaient que j'étais pas complètement à l'aise avec cette reprise. C'est un mal pour un bien, cette mauvaise surprise. Oui. Enfin, après, ça m'a coûté cher quand même, en frais de conseil. Et voilà. Et ça, il faut en être conscient, c'est-à-dire qu'on va payer des personnes avec aucune garantie de réussite. Voilà. Non, en fait, ça m'a permis de défricher ce domaine. On parlait de comptage de crédit que je ne connaissais pas avant, même venant de la banque. Et je me suis dit, c'est une activité dans laquelle j'avais des choses à apporter et des idées de diversification, des choses à faire, etc. Donc étant parti dans cette voie-là, je me suis dit, après cet échec, pourquoi pas continuer là-dedans. Donc je me repose la question, reprise, création. Moi, tout au long de mon process, il y a toujours cette question-là, reprise ou création. Je pense que entreprendre, c'est quand même toujours entreprendre. Oui, vous dites un peu une indication là, de la taille de l'entreprise que vous aviez. Entreprise entre 500 et 1 million de chiffre d'affaires. Valo un peu, en dessous de 500, mais voilà. Et les frais comptables avocats, j'en ai eu entre 15 et 20 000 sur le premier projet. Voilà. Oui, non, vous avez raison, c'est une bonne question parce que, alors même si c'est pas, il faut pas forcément en tirer une loi absolue de se dire c'est forcément, mais j'ai connu des entrepreneurs qui travaillaient avec la chambre de commerce, ça n'a rien à voir il y a 10 ans avec aujourd'hui. Enfin, le prix a été multiplié par, voilà, c'est assez exponentiel. Si on veut avoir accès à un bon service de la chambre de commerce, il ne faut pas les derniers chiffres. Et moi, je comptais une enveloppe de 10 millions. Donc c'est quand même pas rien. Oui, tout à fait. 10 000... On reprend une entreprise de 500 000. Bon, après, je ne sais pas comment vous allez financer ça, mais 500 000 euros, pour le mettre sur la table, il faut quand même avoir une bonne indemnité. Mais effectivement, 10 000 euros, il y a des financements bancaires. C'est un budget, voilà, on est dans un budget pour avoir un accompagnement sur un an, etc., assez poussé de la Chambre de commerce, tout à fait.
Ah, bien sûr, à engager dans le projet lui-même, Oui. et à miser en fait, parce que effectivement c'est jamais le succès garanti. Mais quel que soit le projet, parce que finalement sur un projet de création d'entreprise, alors même si les masses sont différentes et l'argent n'est pas mis forcément aux mêmes endroits, mais il faut pas oublier qu'il y a la majorité des projets de création d'entreprise n'arrive pas à faire le décollage. Donc toute la phase d'amorçage, même si l'entreprise est créée, mais on vivote au début, c'est aussi de l'investissement, enfin c'est de l'argent et c'est du temps. Donc dans tous les cas, l'entrepreneuriat n'est pas un acte gratuit, alors, ça en vaut la peine, mais c'est aussi ça qui fait un entrepreneur, c'est cette capacité à se dire je vais m'engager, y compris je vais engager des moyens, je vais engager du temps, je vais engager mon argent dans un projet qui n'a pas, hélas, 100% de chance de réussite, loin de là. Ça, il faut faire avec, effectivement. Merci. Mais même sur une entreprise plus petite, je ne sais pas, autour de, par exemple, 100 000 euros de valeur d'entreprise, vous aurez au moins 5 000 euros de frais d'avocat et comptable. Parce que de toute façon, quelle que soit la taille, il faudra que vous passiez avec un accompagnant. Enfin, ça, vraiment, je vois difficilement comment c'est possible de faire autrement. Ou alors avec des prises de risque insensées. C'est-à-dire que rédiger un contrat de cession avec la bonne garantie actif-passif, c'est impossible à faire tout seul. C'est-à-dire comment est-ce qu'au départ, quand on a une entreprise et qu'on a ses comptes, quel compte on regarde, comment on se projette et comment on fait une valorisation. Est-ce qu'il y a quelques petites clés là-dessus? Alors ça, les bases sont extrêmement bien faites dans la formation que propose la Chambre de commerce. Disons qu'effectivement, ce sujet, on ne peut pas tellement le traiter par une réponse en quelques minutes, parce que c'est un sujet qui est assez complexe, mais quand même, si on veut donner quelques grands points de repère comme ça, à grand coup de serpe, si je puis dire, on peut considérer que la plupart du temps, il faut considérer qu'une entreprise vaut ce qu'elle gagne. C'est ça un peu le principe. C'est-à-dire que la rentabilité de l'entreprise, enfin la profitabilité de l'entreprise, sa capacité donc à être bénéficiaire, c'est ça qui va être constitutif de la valeur. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, parce que voilà, il y a des choses qui se retraitent, il y a des choses qui peuvent évoluer dans le temps. Donc il faut intégrer quand même dans un modèle différents paramètres, et à commencer par le fait de se dire, est-ce que moi, repreneur, qu'est-ce que ça va donner avec moi à la tête de cette entreprise par rapport à mon prédécesseur ? Donc une entreprise, je dirais, le meilleur des cas, l'entreprise qui aurait le plus de valeur, c'est l'entreprise qui est profitable et qui est censée pouvoir se développer avec le nouveau repreneur. Une fois qu'on a dit ça, c'est pas si évident à trouver, parce que dans beaucoup de cas, on trouve des entreprises profitables, mais où le dirigeant en place travaille énormément et surperformant. Donc ça veut dire que bon courage pour le repreneur pour faire aussi bien. En plus de ça, il ne se paye pas beaucoup. Alors ça, c'est la pire des choses. Une entreprise qui est profitable, mais avec un dirigeant qui se paye peu, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'elle serait moins profitable si le dirigeant se payait vraiment à sa juste valeur. Donc voilà. Donc il y a pas mal de choses à étudier, mais on peut dire que quand même, la base, c'est ça, c'est qu'une entreprise va avoir de la valeur si elle a une capacité à faire du bénéfice. C'est sa capacité bénéficiaire, finalement, qui va être constitutive de sa valeur. Et les multiples sont extrêmement différents selon les secteurs d'activité. Et puis en plus, comme on est sur un marché tendu, on peut dire qu'il y a quand même une petite tendance inflationniste, parce qu'il y a une demande qui est forte sur des affaires qui sont pas mal. Voilà. Quand une affaire est pas mal, aller en concurrence, enfin les acheteurs sont en concurrence entre eux, donc ça veut dire souvent c'est celui qui est le plus rapide, celui qui est le mieux disant qui va intéresser le cédant. Mais sur la valeur, si je raconte la suite de mon histoire, il y a quand même des choses à dire, parce que donc j'en étais resté en février de cette année, donc avec cet échec, et je me suis reposé la question, donc dans le courtage de crédit, création ou reprise, sachant que moi j'étais en contact avec des franchises, parce que c'est un métier qui se fait beaucoup en franchise. C'est beaucoup plus compliqué d'être individuel. Et donc j'ai commencé un petit peu à prospecter pour voir création d'agences voilà, dans différents secteurs. Enfin, moi je suis plutôt dans la partie ouest de Paris. Et la question s'est posée, continuer à travailler sur une reprise ou une création. Et finalement, les coûts de création, d'installation étaient pas mal élevés. C'est-à-dire entre les frais initiaux de franchise, trouver un local, toute la période où les courtiers ont besoin de convention avec les banques, donc on ne peut pas commencer à travailler tout de suite.
Donc, développer ces conventions avec les banques, trouver des clients, en fait... et recruter aussi une équipe. Voilà, et recruter. Là, on partait sur un an et demi, avec beaucoup de frais. Et finalement, je suis tombé sur quelqu'un, toujours dans ce milieu-là, qui souhaitait, lui, fermer. Et donc, je lui ai racheté son entreprise, mais pas basée sur des multiples. Moi, j'ai regardé combien ça coûte de m'installer, combien ça coûte de racheter une activité existante. Et finalement, la discussion, elle s'est faite comme ça. Voilà, donc la valorisation, c'est... Alors, les comptables sont très bons pour ça. C'est-à-dire ils ont des grilles avec des multiples en fonction des domaines d'activité, etc. C'est important, justement, toujours de travailler avec quelqu'un qui connaît le métier parce qu'il pourra tout de suite vous dire ça, c'est trop cher, ça, c'est pas assez cher. Notamment sur le premier dossier sur lequel j'avais commencé la discussion. Moi, j'étais confiant venant de la finance. Je m'étais dit, voilà, je vais lire le bilan, je retraite, salaire du dirigeant, les multiples, etc. J'arrivais à une fourchette de prix. J'étais quand même accompagné par le CRA sur ça. Donc, je vais voir le délégué du CRA. Il me dit, oui, ça va, on peut dire à peu près ce niveau-là. Et puis après, le comptable me dit, ah oui, quand même. C'est important de confronter des points de vue et voilà, les conseils, alors ils apportent leur expertise technique, mais ils apportent aussi leur expérience simplement de la reprise et ça permet de confronter des points de vue. Et puis dans le prix, il n'y a pas que, je dirais, la valeur de l'entreprise, il y a aussi effectivement le niveau de la trésorerie. Enfin, il y a des éléments quand même à intégrer ou pas. L'accompagnement, quand je dis la trésorerie nette, c'est-à-dire la trésorerie moins les dettes, évidemment, financières. Et aussi la question du rôle que va continuer à jouer éventuellement l'ancien dirigeant. Est-ce qu'il vous accompagne? Combien il est payé pour ça, etc. Bon, il y a pas mal dans le package, il y a pas mal d'éléments quand même à prendre en compte. Dans votre cas, Nicolas, vous êtes accompagné par votre prédécesseur ou vous l'avez Oui, alors les prédécesseurs étaient deux, donc deux associés qui ont cédé et qui restent. Alors le modèle d'activité du courtage fonctionne un peu comme les agences immobilières. Il y a beaucoup d'indépendants. Donc quand on va dans une agence immobilière, la plupart sont des mandataires et pas des salariés. Et le principe est le même, et donc les deux cédants restent un petit peu comme mandataires actuellement, donc quelque part me font profiter de leur portefeuille de clients et de tout l'ancrage local, parce que c'est un métier qui est très local, notamment au niveau des partenariats avec les banques. On arrive à avoir des conditions simplement par la connaissance des agences qu'on n'a pas juste comme ça. Alors, quand même dans votre parcours, Nicolas, ce qui est assez intéressant, c'est que vous êtes parti, j'ai bien compris, sur une recherche assez large au début, en disant, voilà, tout m'intéresse ou presque, et donc j'ai un spectre de recherche qui est très large. Et finalement, vous êtes arrivé sur un métier qui renvoie à vos compétences, à l'origine, les compétences financières, de banquier, etc. Donc, alors, finalement, oui. Même s'ils sont des compétences un petit peu différentes de ce que je faisais auparavant, on reste dans la finance. C'est vrai que c'est quand même plus facile. Alors, et je pense qu'aussi, ce qu'on observe, parce que si on peut dire qu'il y a deux grandes catégories de repreneurs, il y a ce qu'on appelle les généralistes et puis les pure players. Les généralistes, c'est ceux qui vont chercher dans tous les domaines, dans un domaine qui n'est pas leur métier de base. Et puis, il y a ceux qui vont chercher dans leur métier. Par exemple, je sais pas, je suis électromécanicien, je vais chercher une entreprise qui fait de la maintenance électromécanique. Là, je serai vraiment dans mon métier. Et si je suis, en revanche, je suis directeur administratif et financier, j'ai travaillé dans différents types d'industries, donc je vais chercher dans différents types de secteurs d'activité un projet de reprise. Ce qui va quand même distinguer les deux, c'est que souvent, les généralistes ont une contrainte, c'est que, étant donné qu'ils ne sont pas du métier, ils ne peuvent pas se permettre de reprendre une entreprise trop petite. Trop petite, ça veut dire avec une entreprise où le dirigeant joue un rôle technique. Hein, si je suis directeur administratif et financier, et si je reprends une entreprise de plomberie, je ne vais pas reprendre une toute petite entreprise de plomberie où le patron, par définition, il est sur les chantiers. Parce que moi, je ne serais pas capable de faire ce travail. Donc, ça impose une certaine taille d'entreprise, alors que quand on est pure player, enfin quand on est spécialiste, eh bien, on peut se dire, j'imagine qu'au quotidien, vous exercez votre métier de financier, de courtier en finance, etc. Alors, plus ou moins. Oui. Ouais. On a quand même une quasi-taille... Je le fais à mi-temps, on va dire, à moitié. On a plus ou moins une taille critique qui permet de ne pas faire que ça. Vous êtes combien aujourd'hui? On est 6 en tout. D'accord. Donc, si 4 personnes. 3 dans l'agence, ça aurait été un peu différent. C'était pas possible. Non, exactement, mais tout à fait, ça c'est vraiment extrêmement important. Sachant que moi, je suis quand même parti sur un dossier plus petit que ce que je pensais au départ.
ce qui me force effectivement à faire le métier, mais bon, c'est intéressant aussi, c'est quand même mieux quand on reprend une entreprise, de faire vraiment le métier de l'entreprise et de voir à quoi ça correspond. Il faut savoir le faire. Voilà. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Après, oui, l'avantage de partir sur quelque chose de plus petit, c'est que ça me laisse la possibilité de croître plus tard, notamment ça peut être d'autres acquisitions ou me développer en croissance organique, à voir. Très bien. Alors aujourd'hui, vous êtes... Oui ? Alors, je me pose la question actuellement. J'ai un point d'interrogation, c'est que je travaille dans un marché où il y a beaucoup de courtiers qui sont actuellement en difficulté. Notamment, vous avez tous entendu parler des histoires de taux d'usure, etc. Donc, justement, moi, je veux voir si j'arrive à être rentable déjà localement avant de... C'est-à-dire, je ne veux pas croître avant d'être sûr que ça fonctionne. Moi, je viens quand même pas du métier exactement. Ce sont des gens qui ont de l'expérience. Les courtiers ne vont pas très bien. Avant d'en racheter des tonnes et de m'endetter, j'ai quand même envie de vérifier à petite échelle si ça marche. Mais l'horizon, c'est 1 an ou 2. Je me donne 1 an pour que ça fonctionne. Si dans 1 an, ça fonctionne, sachant que je n'ai pas fait de financement bancaire pour mon rachat, là, j'aurai la capacité, effectivement, de faire un emprunt pour financer d'autres choses. En plus, oui. Et puis c'est mon domaine, donc. Oui, parce que l'idée, on dit que les coordonnées sont mal chaussés, mais le jour où vous allez recourir à l'emprunt, vous arriverez à trouver quand même des bons. Oui, disons les contacts bancaires. Et alors actuellement, la structure fait quasi exclusivement de l'immobilier. Moi, je cherche à diversifier dans le professionnel. J'ai quelques dossiers en cours, mais ça reste... Et jusqu'à de l'entrepreneuriat, si demain des entrepreneurs, des repreneurs, des créateurs d'entreprises viennent vous voir, vous pouvez... Dans les Yvelines, donc si vous êtes intéressé. À bon entendeur, si vous avez besoin. Alors, le premier dossier étant... en fait, ça dépend beaucoup de la taille du dossier et de tout le parcours des discussions. On parle quand même, je pense, sur un minimum de 3 à 6 mois. Moi, le premier dossier de courtage qui n'a pas fonctionné, j'ai commencé premier contact début septembre et ça a échoué au moment du protocole qui était début février. Donc, on n'était même pas sur la session définitive. Mais là, il y avait effectivement un emprunt bancaire à faire, etc. Donc, tout un dossier à monter, donc c'était plus long. Le deuxième dossier s'est fait très rapidement. Parce que je connaissais déjà l'activité ayant travaillé sur un dossier. Quand je dis très rapidement, on a eu des premiers contacts en mars, donc c'est à la suite du premier échec, et on a signé fin juillet. Je pense que là, on me fait signe qu'il reste 5 minutes, donc on va conclure, peut-être poser une dernière... j'ai posé une dernière question à Nicolas. Donc, aujourd'hui, c'est la prise de fonction, depuis juillet. Oui. Donc il y a quelques semaines, on va dire, dans cette nouvelle récent. vie, et on disait c'est là que les choses sérieuses commencent. Qu'est-ce qu'on peut dire sur qu'est-ce qu'on pourrait donner peut-être comme conseil, ou quels sont les points un petit peu de vigilance ou les points durs à ce stade du projet, qui est plus le projet, qui est vraiment l'entrée en fonction? Alors, sur la partie reprise, on en a parlé ensemble, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est l'entourage. Donc on a parlé de l'accompagnement par des professionnels. Par des experts, mais il y a aussi l'entourage personnel qui est important. Ça, vous êtes à un salon d'entrepreneuriat, vous avez dû l'entendre 10 000 fois, c'est le côté familial et amical, c'est-à-dire d'avoir le bon contexte. Moi, rétrospectivement, j'ai l'impression que ça compte même plus que la personnalité entrepreneur ou pas entrepreneur. C'est-à-dire, si on est dans si on a le bon environnement, pour moi, c'est déterminant, à la fois amical et familial. Ensuite, sur la partie démarrage, qu'est-ce que j'aurais à dire ? Alors moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir de mauvaises surprises, donc je suis rentré directement dans le bain. Les cédants sont avec moi. Pour l'instant, ça roule. Alors il y a les aléas du business avec jusqu'à maintenant un très bon été, un mois de septembre un peu plus difficile. On va voir ce que ça va donner. Mais
Non, alors c'est travailler 6 jours sur 7, c'est plus de 10 heures par jour. Bon, les problématiques managériales, donc avec l'équipe, ça se passe comment ? Ça se passe plutôt bien. Moi, j'ai un parcours managérial où j'ai encadré des assez petites éques. Ouais, donc vous aviez déjà quasi toute ma vie. Une expérience du management de petites équipes. Voilà, et c'est quelque chose que j'aime. Donc ça, tant mieux, parce que c'est vrai que si on n'aime pas le management dans une toute petite structure, c'est compliqué. Éviter, si on n'aime pas ça, voilà, donc c'est le plus beau métier, c'est vraiment le plus difficile, le plus ingrat. Donc faut l'aimer, le métier de manager. Voilà, donc quelques petites surprises parce qu'on est dans ayant l'habitude du management dans les grands groupes, plutôt de personnes très diplômées, c'est pas tout à fait la même chose. Mais sinon, non, ça se passe bien, et puis beaucoup de joie de retrouver l'équipe le matin tous les jours. Donc, non, c'est un vrai plaisir. Moi, je suis très heureux par le côté humain et le côté variété. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose. Je voulais ma liberté en étant entrepreneur, et je découvre une grande satisfaction dans la variété. Alors quand on dit variété, ça veut dire autant aller faire les courses à Auchan que faire de la stratégie pratique. Le matin et vider la poubelle le soir. Ça, c'est Exactement. le rôle du patron de petite entreprise. Très bien, merci beaucoup Nicolas. On me fait signe que, parce que les choses s'enchaînent, on 2 minutes peut-être quand même pour conclure et peut-être pour terminer et peut-être aussi pour je dirais, synthétiser un petit peu ce qu'on a dit. Alors, la première question, qu'on parlait des conseils clés, moi je reviens sur quelque chose, se poser aussi la question de pourquoi on entreprend, parce que c'est pas rien. La moindre des choses, c'est d'être complètement aligné avec soi-même sur ses motivations. Donc je passe vite là-dessus, mais je pense qu'il y a beaucoup de littérature et aussi peut-être des réunions sur le sujet qui je vous encourage à suivre, parce que pour moi c'est la base. On construit rien si on n'est pas à l'aise aussi avec cette question, et il faut vraiment avoir envie de le faire. Donc il faut aussi trouver du plaisir à faire tout ça. Faire adhérer son entourage, je pense que c'est un conseil clé également. Entreprendre contre vents et marées, en s'opposant, je dirais, à son entourage proche, c'est trop difficile. C'est trop difficile et c'est souvent voué à l'échec. Se former, c'est pas gadget, et je pense que particulièrement en reprise d'entreprise, puisque là on est sur des compétences qui sont assez rares et très spécifiques au processus. C'est difficile de faire l'économie de se former pour des tas de raisons, pour bien mener son projet, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, pour être efficace avec les experts qui vont vous entourer par la suite. Se faire bien accompagner, ça rejoint ce que je viens de dire. Cadrer et recadrer son projet, c'est vrai qu'il faut être capable pour organiser sa recherche, de faire des choix, donc de cadrer son projet, mais il faut aussi être capable de le recadrer à un moment donné en suivant la voie de la raison, ou parce que l'opportunité, parce qu'on a eu aussi l'occasion de découvrir un secteur qui semble bien. Bon, voilà, c'est ce qui est arrivé à Nicolas. Et puis moi j'ajouterais également être actif, c'est important dans un projet. C'est long souvent. Il y a beaucoup de repreneurs qui vont mettre plus d'1 an, voire des fois quasiment 2 ans, voire plus pour aboutir. Il faut pas s'arrêter. Quand on s'arrête, c'est cuit, quoi. On va complètement s'étioler. Donc c'est un effort régulier à faire de mener son projet, et il faut être en action. Je dirais la même chose à un créateur d'entreprise. Le plus important, c'est d'être actif sur son projet, et rien n'arrivera, rien ne tombera du ciel si vous ne le provoquez pas vous-même. Et si je peux me permettre juste une toute petite intervention sur ça, c'est dans la partie reprise, on est dans une sorte de faux rythme. On a beaucoup de temps. Et j'ai terminé le processus de reprise quasiment plus fatigué que maintenant, où je travaille 6 jours sur 7 parce qu'on a des agences qui sont ouvertes 6 jours. Donc en fait, il ne faut pas sous-estimer ça. C'est un processus de longue haleine et un petit peu aussi usant nerveusement. Et le rythme ne vous appartient pas qu'à vous, c'est aussi le rythme des autres. Il faut faire avec les autres. Donc c'est ça qui est souvent frustrant. Et puis il y a des phases où ça s'accélère. Bon, ça, je ne vais pas l'évoquer, j'en ai parlé rapidement. Donc je vous encourage, si le sujet vous intéresse, on organise à la Chambre de commerce un programme de sensibilisation qui s'appelle
pourquoi pas moi, reprendre une entreprise, pourquoi pas moi. Donc j'anime une série d'ateliers. Les prochains, c'est la semaine prochaine. Donc allez sur le site de la CCI et vous trouverez certainement donc entrepreneur leader et vous pourrez vous inscrire. Il est encore temps, c'est en classe virtuelle, c'est 4 ateliers de 2 heures. Et puis aussi, bien sûr, la formation 5 jours pour reprendre, dont on a parlé. Ça dure 5 jours, comme son nom l'indique. C'est fait pour former à la reprise d'entreprise. Ça coûte 1 250 € et c'est finançable par le CPF si vous avez des crédits. Alors ça, je le recommande vraiment très très chaudement. Je ne suis pas payé par non, mais c'est vraiment ce qui m'a mis le pied à l'étrier. En fait. Je vous présente mon agent commercial pour la formation 5 jours pour reprendre. Voilà, merci pour votre attention et bon courage dans vos projets. Bonne réussite à tous.